Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être présent. Alors moi je suis voilà, très content d'avoir été contacté par la fête du court-métrage, à laquelle je suis très attaché, pour animer, alors c'était 2 tables rondes, je ne sais pas si vous aviez vu que ce matin il y avait une table ronde sur l'inclusivité et l'éducation aux images, qui était à 11h, qui sera disponible en replay sur la chaîne YouTube de la fête du court. Et là, cet après-midi, un gros morceau, 14h. Donc j'ai autour de moi plusieurs personnes que j'apprécie énormément. Donc je suis très content d'être là avec vous, parmi vous. Alors moi, je suis Xavier Grison, j'ai fait beaucoup d'éducation aux images au départ en Seine-Saint-Denis. Et après, voilà, j'ai travaillé sur différents dispositifs. Et du coup, j'ai croisé toutes ces personnes sur le terrain. Parce qu'en fait, alors, ce que je voudrais dire, vous n'êtes pas au courant, mais je voulais aussi en profiter pour vous rendre hommage. Parce que pour moi, vous êtes comme des militants. Alors, évidemment, vous allez tous représenter. Donc, vous avez Delphine Lisereux d'Archipel des Lucioles, tout à gauche. Perrine Boutin, master didactique de l'image. Cécile Aureau pour l'agence du court-métrage. Et Clara Guillot pour Étonnant Cinéma. En fait, ces 4 personnes vont représenter des structures, donc vont parler un peu de structure et d'activité de structure, mais en même temps, moi, je les ai croisées depuis le début, depuis des années. Et je peux vous dire qu'elles travaillent tellement qu'elles sont vraiment comme des militants pour moi. Donc voilà, je salue votre présence en tant que personne aussi, je suis content de vous avoir là. 1h30 de table ronde, ça va être très très court, il y a énormément de choses à dire. L'idée de cette table ronde, vous l'avez compris, c'était voilà, d'insister sur le court-métrage en tant qu'outil d'éducation aux images. Alors le terme d'éducation aux images, on y reviendra peut-être. Le court-métrage, outil dans quelle sorte, ça aussi on va y revenir. Est-ce que c'est juste un support pour discuter? Est-ce que c'est un support pédagogique? Est-ce que c'est une finalité? On va parler de tout ça. Tout d'abord, je fais une première table ronde toute simple. Vous connaissez peut-être le travail de toutes ces personnes, mais je trouve ça bien, voilà, qu'elles nous représentent un peu voilà, ce qu'elles font. Donc j'avais prévu de leur donner la parole pour commencer à chacune quelques minutes pour présenter leur structure, mais surtout pour nous dire dans quelle mesure le court-métrage vient s'inscrire dans vos activités. Voilà, donc axé là-dessus. Alors évidemment, on va commencer par l'agence du court-métrage avec Cécile, qui évidemment, le court-métrage fait partie de toutes vos activités. Enfin, c'est à la fois ce que vous devez promouvoir quelque part, le court-métrage, la forme courte, et en même temps accompagner sa diffusion sur les territoires, dans les structures. Alors on avait premier set de photographies que Cécile nous a préparé, merci, qui est un peu on a fait un vrac, alors voilà, pour illustrer. C'était Clara, c'est pour ça. C'est vrai. Et du coup, si Cécile, si tu peux dire un petit mot sur vos activités à l'agence, et en fait finalement vous, pas tellement comment le cours s'inscrit dans vos activités, mais plutôt comment les activités, voilà, comment les activités éducatives sont venues travailler sur le cours. En effet, parce que l'agence du court-métrage, donc c'est une association qui a maintenant plus de 40 ans et qui œuvre à la promotion, à la diffusion des films courts. Donc on a en diffusion un catalogue de 15 000 films actuellement des débuts du cinéma jusqu'à nos jours. Et donc l'association a 40 ans et on va dire que les actions d'accompagnement des films sont nées maintenant il y a une bonne vingtaine d'années. C'est des choses qui sont arrivées après. La question de la diffusion, c'est comment ensuite on accompagne ces films jusqu'au public. Et les activités se sont structurées petit à petit jusqu'à devenir une mission à part entière pour des œuvres qui sont, on va dire, en marge, dans le sens où elles sont moins visibles, elles ont besoin d'être plus accompagnées, de les emmener jusqu'au public. Donc ça, c'est le cœur aussi voilà, des activités dont je m'occupe. Et c'est vrai qu'auparavant, on disait, voilà, les jeunes, la forme courte, ils connaissent pas. Enfin, le public a changé aussi, et ce qu'on en dit, nous, sur le public aussi, puisque maintenant, on se rend compte qu'ils sont évidemment très familiers de la forme courte dans leur pratique, mais qui va regrouper une diversité de productions et de natures différentes, et que du coup, nous, notre travail, ça va être d'en montrer le volet cinématographique de la forme courte, qui va être un peu différente de leur pratique du web. Mais pour autant, voilà, on voit qu'il y a aussi une évolution des publics où la forme courte s'inscrit aussi dans leurs usages et leurs pratiques.
Et c'est vrai que nous, on est, là je vais reprendre ton terme de militant, mais militant aussi dans le secteur éducatif pour valoriser la place du cours comme du cinéma à part entière, ça on en est tous convaincus, mais c'était aussi qu'on a beau se le dire, dans nos pratiques de pédagogue, nos pratiques elles sont liées à nos pratiques de spectateurs. Donc de fait, même dans le cadre éducatif, les intervenants ou les médiateurs n'ont pas forcément le réflexe court-métrage parce que dans leur pratique, la pratique c'est plutôt celle du long-métrage dans notre pratique de spectateur. Donc nous, on est à notre niveau, à l'agence du court-métrage, on travaille justement à mettre en place des outils, des ressources pour que ça puisse être utilisé sur tout le territoire pour des actions éducatives. Avec cette idée que le court-métrage est une formidable porte ouverte, une fenêtre ouverte sur la diversité des formes, puisque ça recoupe une diversité de genres et d'écriture, et que ça, on en est convaincu de la force de la forme courte dans ce cadre-là, puisque évidemment, on va pouvoir montrer au sein d'une même séance plusieurs œuvres, avoir une logique comparative qui va se mettre en place très facilement. Donc ça, c'est vraiment au cœur aussi de toutes nos actions. Et paradoxalement, c'est aussi une forme qui est souvent le point d'arrivée d'un atelier de pratique, mais dont souvent on n'a pas le temps, c'est aussi une question de temps, de montrer des films courts, d'avoir des références courtes. Donc voilà, j'aurais un peu insisté sur la nécessité de voir les films courts aussi dans ces cadres d'atelier, de montrer que même en 10 minutes, on peut avoir un déploiement émotionnel ou narratif très important, puisque ça peut un peu susciter de la frustration quand on dit qu'on fait un atelier de réalisation et qu'on va écrire un film qui va faire 8 minutes. Alors là, on se dit 8 minutes, ils ont l'impression qu'ils vont rien pouvoir dire. Donc le fait de voir et de remettre au cœur des pratiques aussi le voir... dans les ateliers de pratique, ça nous semble très, très important. Donc nous, évidemment, c'est le cœur de nos actions, et je ne vais peut-être pas toutes les développer, mais nous, notre nature de structure, c'est la question de la diffusion. Donc ce qu'on a aussi mis en place comme pratique pédagogique, c'est tout ce qui est lié aux enjeux liés à la diffusion, donc à la programmation. Et c'est vrai que les ateliers de programmation ont été initiés à l'agence il y a une vingtaine d'années par des programmateurs de salles qui voulaient impliquer les spectateurs dans la vie de leur salle de cinéma. Et petit à petit, c'est quelque chose qui s'est un peu théorisé, on a accompagné la pensée pédagogique autour de ces ateliers-là, qui ensuite existent un peu partout et qui, je pense, ont fait leur preuve sur en tout cas les objectifs et les enjeux qu'il peut y avoir derrière. Donc, mais je ne veux pas me... Non, mais très bien. Mais du coup, c'est plus ce qu'on peut résumer, c'est que vous êtes en soutien de la diffusion. On intervient à 2 niveaux, c'est-à-dire qu'on a un volet d'action nationale où on va être vraiment, on va dire, en soutien, en effet, de toutes les actions et les structures qui vont intervenir sur le territoire pour mettre à disposition les films, pour faire de l'ingénierie culturelle pour accompagner ces projets-là. Faire des outils. On a une plateforme pédagogique, par exemple, qui s'appelle le Kinétoscope, qui permet d'accéder dans un cadre légal à des films pour les actions pédagogiques. Donc ça, c'est un peu le volet, on va dire, ressources de la structure. Et après, localement, on a aussi des actions en tant qu'opérateur culturel, des tout petits jusqu'aux personnes gériatrices, grand écart, dont on travaille avec différents publics, qui nous semble aussi important de mener pour être en prise avec le public et pouvoir mieux accompagner les structures nationalement. Et puis être en prise avec les films, les tester, pouvoir aussi être nous-mêmes et les montrer aussi, évidemment. Voilà. Merci. Et du coup, en fait, mon idée c'était de ne pas donner la parole à Delphine, parce qu'il y a un petit lien quand même, c'est-à-dire que vous allez aussi participer. Alors Delphine, l'archipel des Lucioles, c'est pareil. Alors on peut peut-être revenir sur mon slide si tu veux bien sortir des photos. Je te remercie. Et du coup, aller sur le 4e, pardon. Voilà, c'est juste voilà, très bien, merci. Sur l'archipel, donc là on voit qu'il y a tout un tas de choses et tout, c'est pas exhaustif. Sur le côté, vous voyez qu'il y a tout un tas d'actions, et c'est vrai que vous travaillez souvent avec l'agence, il me semble. Oui, tout à fait. Bonjour. Bonjour à toutes et tous. Merci pour tes propos introductifs et élogieux. Ça me fait plaisir. Alors, concernant l'archipel des Lucioles, c'est une association, tête de réseau,
C'est une association qui n'est pas très ancienne, mais qui coordonne des dispositifs d'éducation aux images qui, eux, sont historiques, puisqu'ils existent pour la plupart, en tout cas 4 d'entre eux, depuis un peu plus de 30 ans. Donc en tant qu'association tête de réseau, terme peut-être un peu barbare, mais en quelques mots, il s'agit d'animer et de coordonner des réseaux de professionnels qui mettent en œuvre ces dispositifs dans les départements, les régions. Et pour mener à bien ce travail, on opère plusieurs missions, des missions de conseil, d'expertise, d'ingénierie culturelle. On rassemble aussi tous ces professionnels régulièrement. Je pense notamment aux Rencontres nationales, qui est un événement phare de l'année et qui rassemble toutes ces personnes pendant 3 jours dans un lieu différent. On mène des actions d'édition, des actions d'évaluation, de reporting auprès des partenaires institutionnels, etc., etc. Il y a aussi des catalogues de films que vous coordonnez avec le CNC, enfin en partenariat avec le CNC, pour les différents dispositifs. Et là, peut-être on en reparlera, mais il y a quand même la volonté d'avoir une proportion de courts-métrages et de réfléchir à une éditorialisation pédagogique de programmes de cours. Donc ça m'intéresse, on en reparlera, je pense, comment on choisit ces films. Ensuite, du coup, j'aurais peut-être passé la parole à Perrine et après à Clara. Pardon, je change d'ordre. Ouais. Si tu veux passer le prochain slide, je te remercie. Oui, je change d'ordre parce que du coup, j'ai cru voir que vous aviez réfléchi à des passerelles. Alors, Perrine, elle va intervenir un peu à 2 doubles facettes, j'ai envie de dire, parce que ça m'intéressait que tu nous dises comment le court-métrage va nourrir ta pratique d'enseignement, puisque tu encadres des étudiants, pardon. Est-ce que tu promeus le court-métrage dans tes cours? Est-ce que tu l'utilises? Et aussi, voilà, par exemple, ce genre de partenariat, dans quelle mesure le master didactique de l'image entre en réseau avec le réseau d'éducation aux images? Est-ce que ça te paraît intéressant, par exemple, ce genre de rencontre, ou dans quelle mesure, quoi? Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Perrine Boutin. Je suis maître de conférence à la Sorbonne Nouvelle, à Paris 3, pour les plus anciens. Donc, je suis responsable du master, d'un parcours professionnel. On ne dit plus comme ça maintenant. Il ne faut plus distinguer la recherche du professionnel. Je suis tout à fait d'accord d'ailleurs. Pour moi, les deux sont liés. Mais voilà, donc il s'appelait le master professionnel. Avant, c'était le seul en cinéma et audiovisuel. Maintenant, il y en a d'autres depuis. Mais donc, c'est un parcours sur l'éducation à l'image, sur la médiation. Il a un nom très long. Didactique de l'image, création d'outils pédagogiques et art de la transmission. Ce n'est pas moi qui ai donné le titre, mais voilà. Et il existe tel quel depuis 2007, ce master. Moi, je l'ai repris en 2011. Donc, voilà. En tant que, déjà étudiante en cinéma, comme on l'a toutes été, j'imagine, j'ai été sensibilisée au court-métrage assez vite. Je ne sais pas pourquoi. J'avais un cours à Lyon 2, à la fac, un cours sur le court-métrage. Qui le donnait. J'ai essayé de chercher hier soir rapidement, mais j'ai pas retrouvé. Et on nous avait posé la question qu'est-ce que c'est pour vous le court-métrage? Et ça m'avait beaucoup. Voilà, je trouve que c'est. Je sais plus ce que j'avais répondu. Je crois que j'avais répondu que c'était une aiguille pour moi, un truc très pointu et à la fois fort, quoi, qui va loin, quoi. Et comme une aiguille, comme quand on se fait piquer par une aiguille. Et elle avait beaucoup aimé la prof, donc j'étais très contente. Et depuis, voilà, j'ai essayé dans ce master didactique de l'image de le valoriser, le court-métrage, puisque voilà, avec déjà Cécile, mais aussi avec Delphine, on travaille ensemble, et Clara aussi, mais bref, voilà. Sur les questions d'utilisation du court-métrage. J'ai été sensibilisée aussi par les étudiants en fait, dans leur pratique eux-mêmes d'atelier. Ils se sont emparés du court-métrage et effectivement, on va y revenir j'imagine, j'ai compris assez vite les vertus pédagogiques puisqu'il en est question.
En cours, tu veux dire. En cours, voilà. Et donc pour parler de ce partenariat, je vous invite à venir à la fac, c'est ouvert à toutes et tous, pour la dernière journée de ces observatoires de l'ERCAF qu'on fait en association avec l'Archipel. Merci de nous faire une petite page de publicité, Xavier. Voilà, ça aura lieu le jeudi 24 avril, notez dans vos tablettes à 18h. On parlera des questions d'éducation au cinéma sur la thématique de l'immigration, avec 2 chercheurs et 2 professionnels. Les chercheurs, c'est moi qui les cherche, et les professionnels, c'est l'Archipel qui les cherche. Et donc on essaye de travailler sur le lien entre comment on travaille sur ces thèmes-là avec des publics, en cinéma évidemment, et en recherche aussi sur les questions de représentation de l'immigration au cinéma, etc. Et on ira voir Wardy au studio des Ursulines pour finir la soirée en beauté. Merci. Est-ce que tu peux passer à la slide suivante? Je te remercie, je te fais travailler. Désolé. Du coup, maintenant, on va passer la parole à Clara, tout simplement, d'Étonnant Cinéma. Alors, merci Clara. Alors, en effet, j'ai tendance à vous appeler les 2 Clara, parce que vous êtes 2 à mener ce travail. Et alors là, pour le coup, je trouve que c'est très clair. Voir et faire du cinéma dans le champ éducatif et social. Je trouve que ça dit très très bien votre travail. C'est-à-dire qu'en effet, vous allez travailler avec différents publics. On va pas parler uniquement du scolaire aujourd'hui. C'est ça l'idée, et de montrer comment justement on peut développer une pratique et aussi une programmation du cinéma dans les quartiers, dans des lieux alternatifs, mais vous travaillez aussi avec les cinémas. Mais voilà, ça m'intéresse que tu t'expliques alors comment le court-métrage vient dans votre pratique, mais surtout que tu nous développes un peu là-dessus sur pourquoi vous travaillez dans le champ éducatif, pourquoi ça te paraît intéressant dans le champ éducatif et social. Merci pour l'invitation, et effectivement le terme de militante que je trouve... Voilà, c'est sympa de l'entendre en tout cas, ça me parle. Merci à la Fête du Cours aussi pour l'invitation. Donc moi je suis Clara Guillot de l'association Étonnant Cinéma, dans laquelle effectivement nous sommes deux Clara, donc c'est pour ça, c'est notre petit surnom. En sous-texte, on l'a pas mis sur le site. Nous on est basé, donc on existe depuis une dizaine d'années. Alors moi dans la programmation et l'éducation d'images, ça fait depuis que je suis sortie de la fac, donc voilà, il y a un certain nombre d'années. 16 ans, je dirais, quelque chose comme ça, à travailler dans la programmation et principalement du court-métrage et l'éducation aux images. Et j'ai commencé à Saint-Denis, puis j'ai fait un virage à l'étranger au Kosovo, puis je suis revenue à Belleville, et maintenant à Montreuil, et aussi dans les quartiers prioritaires et politiques de la ville de Paris, avec, quand j'essaie de retracer un peu, voilà, quand je fais un petit retour en arrière, cette envie quand même d'être toujours allé dans des lieux où il n'y avait pas forcément de lieux dédiés au cinéma, mais ça ne voulait pas dire qu'il n'y avait pas un public qui était ouvert, qui avait envie en tout cas de le partager. Et donc voilà, dans des lieux qui étaient plutôt en marge, et des publics aussi invisibilisés. Enfin voilà, c'était quand même, je m'en rends compte aujourd'hui, peut-être que je me rendais déjà compte à l'époque, cette envie, en tout cas ce désir-là, de créer des lieux de rencontre avec le cinéma, en tout cas pour que les deux étaient liés. Et avec Étonnant Cinéma, donc, on s'inscrit effectivement vraiment comme... on le défend en tout cas de travailler principalement dans le champ éducatif et social, et je dirais presque plus dans le champ social principalement, enfin non, éducatif aussi, mais en tout cas scolaire beaucoup moins. On a beaucoup travaillé dans des structures scolaires et dans le temps scolaire. Ce que t'as emmené. On peut effectivement. Est-ce que ça t'embête de passer sur l'autre dire merci beaucoup. Alors je vais les commenter en même temps, mais en tout cas voilà, principalement dans les structures du champ social, ce qui recouvre énormément de structures. Ça peut aller de la protection de l'enfance, à la protection judiciaire de la jeunesse, les centres d'hébergement d'urgence, des structures d'insertion sociale et professionnelle, comme des missions locales ou des associations qui travaillent dans l'insertion. On travaille aussi avec des personnes en situation de rue. Donc là, par exemple, c'est un des projets, on peut juste... Bon, non, on peut rester là. Voilà, ici, là, c'est parfait. Par exemple, on a un projet qui est soutenu par la mission cinéma de la ville de Paris, avec laquelle on travaille. Donc, c'est les photos de gauche. On mène, donc, nous, ce qu'on fait, voir, faire et sortir, hein, c'est un peu les 3 piliers de l'éducation au cinéma. Donc, on met en place des ateliers de programmation, dont parlait d'ailleurs Cécile. Donc, on a beaucoup travaillé avec l'agence du court-métrage aussi, voilà, pour concevoir aussi ces projets-là. Donc, où, en fait, les groupes visionnent sur à peu près, on va dire, une dizaine de séances. Ça peut être plus, ça peut être moins, tout dépend un peu du projet.
visionnent à chaque séance 2 à 3 courts-métrages. Et à l'issue en fait, du parcours, le groupe va sélectionner un corpus de films, environ 3-4 films, qui constituent donc une séance de projection, qu'ils vont eux-mêmes ensuite, ou elles-mêmes, présenter en salle de cinéma. Alors soit en salle de cinéma, on travaille beaucoup avec le réseau de Cinéma 93 en Seine-Saint-Denis, les cinémas indépendants parisiens à Paris, mais aussi le réseau des médiathèques à Paris, et aussi la Ligue de l'enseignement, aussi dans des centres d'animation. Et ces projections sont ouvertes au public. Et l'idée, c'est que le groupe, on l'accompagne aussi bien sur le geste de programmation, mais aussi sur l'animation du débat, sur l'accueil, en gros, c'est vraiment eux ou elles qui animent cette séance-là. Et ensuite, on peut aussi mettre en place dans les parcours des ateliers de réalisation, donc avec écriture et réalisation d'un court-métrage. Nous, on ne travaille que avec la forme courte, que ce soit dans les ateliers de programmation ou les ateliers de réalisation. Là, par exemple, donc à gauche, c'est la halte des femmes de l'Hôtel de Ville de Paris, qui est un lieu qui est géré par le SAMU social, qui est un lieu d'accueil de jour et de nuit en urgence pour des femmes en situation de rue. Et c'est dans l'Hôtel de Ville. Donc c'est une magnifique salle, c'est une très très grande salle, donc avec évidemment pas forcément des conditions de projection dédiées au cinéma, mais voilà, nous, on aime aussi transformer ces lieux-là et leur donner aussi un endroit. En tout cas permettre que ce soit aussi un endroit de cinéma et de rencontre. Et tous les lundis, on se retrouve le lundi après-midi, on visionne des courts-métrages, on en débat, aussi bien sur la forme que sur le fond. Et le cours, effectivement, je rejoins évidemment Cécile là-dessus, permet d'être dans une diversité de propositions de films, que ce soit dans la forme, dans le genre, dans la nationalité, et avec cette idée qu'on puisse effectivement nourrir le débat à partir de là. Et c'est des films qui relient, qui connectent, qui peuvent faire résonance ou pas, qui nous emmènent ailleurs, enfin bref. Et donc au sein d'une séance, on traverse comme ça et des formes et des thématiques différentes. Et dans l'idée de programmation, il y a aussi cette idée effectivement de donner accès, dans les ateliers de programmation, de donner accès à cette pratique, de donner la parole à des personnes qui sont pas forcément sur le devant de la scène, comme vous l'imaginez fortement. Et donc des restitutions, pour le coup, peuvent avoir lieu dans des... Alors là, c'est une affiche sur... c'était un autre parcours avec d'autres femmes. C'était dans une association qui fait de l'insertion sociale et professionnelle, où on avait travaillé sur la représentation des femmes dans le travail au cinéma. Donc on avait proposé un corpus de films, documentaires, fiction, animation. Et ensuite le groupe avait choisi 3 des films qui sont là sur cette affiche. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'ai d'autres slides après, c'est sur d'autres projets. C'est sur d'autres projets. Alors, moi, ce que je voulais... Oui, c'était un projet qu'on mène avec la protection judiciaire de la jeunesse qui s'appelle Fabrique ton cinéma, et dont je salue une éducatrice, Marie, avec qui on travaille, parce que dans notre travail, on travaille en partenariat avec des structures sociales qui sont vraiment co-construisent avec nous aussi les choses. Voilà. Et c'est un parcours dédié à des jeunes qui sont suivis, qui sont sous main de justice, et c'est à peu près le même type de parcours que j'ai expliqué là avec la halte des femmes. Atelier de programmation et de réalisation et sortie culturelle. Parce que ce qui ressort, je pense, par rapport aussi à la table ronde de ce matin, et ce qui ressort là avec ce premier tour, c'est que vous comprenez que c'est vraiment du maillage. C'est-à-dire qu'en effet, la question des publics, alors l'agence, quand vous faites des projections sur place, dans votre lieu, évidemment, c'est le public plutôt local, mais la plupart du temps, il y a ce travail d'aller chercher des publics qui va se faire forcément pour aller chercher des publics qui ne vont pas venir spontanément voir une séance de court-métrage qu'on ne connaît pas, où il n'y a pas forcément beaucoup de communication, de recommandations de copains, etc. Enfin, les trucs habituels qui font que les films fonctionnent. Justement, ça s'appuie là pour le coup sur un maillage. On va aller... entre guillemets, chercher les publics, mais en fait, c'est pas aller chercher les publics, c'est aller chercher à intéresser des publics à des thématiques, à des propositions. Et peut-être on peut juste s'arrêter, parce qu'on n'en a pas parlé, mais du coup, vous avez quelque chose en commun, Delphine et Clara, et j'aurais bien voulu en parler, parce qu'en effet, alors, vous allez voir, on va parler de l'école, mais en fait, comme vous pouvez le voir, il y a plein d'autres questions en tant que... Alors du coup, c'est plus des questions de pédagogie, mais des questions d'éducation aux images, et même... de citoyenneté ou d'ouverture culturelle générale. Et du coup, il y a un dispositif qui me paraît exemplaire. Après, il y en a d'autres, mais on voulait parler un tout petit peu de dessiner la vie. Des plus loin ciné, plus loin là et plus loin vie. Alors, non, c'était justement, ça peut permettre de faire le lien vraiment sur ce projet-là, parce que Fabrique ton cinéma, il est né
effectivement d'un dispositif national dont Delphine va parler, qui s'appelle Dessiner la vie, qui existe depuis presque 20 ans. 2006, donc on va bientôt à la 20e édition, dans lequel nous on s'est inscrit, enfin moi ça fait presque une dizaine d'années maintenant, avant même Étonnant Cinéma, dans laquelle je m'inscris, ou en tout cas j'accompagne des groupes de jeunes suivis par la protection judiciaire de la jeunesse dans ce dispositif-là. Et nous, on a eu envie d'aller plus loin, au-delà de ce dispositif-là, et c'est comme ça qu'on a mis en place Fabrique ton cinéma, donc avec un atelier de programmation sur une semaine, avec un atelier de réalisation sur une semaine, et de permettre de déployer aussi des actions au long cours. Et juste pour terminer, je passe la parole à Delphine. Dans les ateliers de programmation, ce qui est hyper intéressant là pour le coup, notamment avec ce dispositif-là, avec ces jeunes suivis par la PJJ, c'est qu'en fait l'atelier de programmation va nourrir aussi l'atelier de réalisation, parce que dans les films qu'on visionne, parfois il y a des coups de cœur, il y a des réflexions qui se sont soulevées, et notamment là, pour cette année-là, l'année dernière, il y avait un film qui traite, plusieurs des films qui parlaient de parcours migratoire, et au sein du groupe, il y avait un des jeunes à qui ça parlait directement, et qui s'est rendu compte que ça pouvait être source d'inspiration de films, et qu'il n'avait pas forcément vu ces récits-là portés au cinéma, ou en tout cas dans les films qu'il avait pu voir. Et ça lui a donné envie ensuite... qu'on avait le droit de parler de ce sujet-là. Oui, et en tout cas d'en parler comme ça, d'une certaine manière. Enfin bon, voilà, ça dépendait des films, mais ça a nourri en tout cas, en fait, des allers-retours en tout cas entre la programmation et la réalisation. Tu veux parler un peu de Dessiner la vie? Un tout petit peu. Donc, Dessiner la vie, c'est une opération nationale qui existe depuis 2006. Comment? Si, moi je vais en parler. Elle est donc coordonnée par l'archipel des Lucioles, mais en partenariat étroit au niveau national avec la PJJ DIR Île-de-France. Et c'est une opération qui vise à sensibiliser les jeunes personnes qui sont accompagnées par la protection judiciaire de la jeunesse, qui a donc vocation à les accompagner pour les sensibiliser au cinéma, à la découverte du cinéma, à travers le visionnage de 12 courts-métrages qui sont choisis dans le cadre d'un comité, mais en partenariat avec l'agence du court-métrage. Donc on peut faire le lien aussi avec Cécile, qui travaille activement sur cette opération. Et chaque année, il y a une thématique autour de laquelle le programme va se constituer. Par exemple, pour l'année en cours, c'est l'altérité. Voilà, c'est un exemple de thématique. Et ensuite, durant c'est une saison culturelle en quelque sorte. Ces jeunes personnes qui sont donc encadrées par des professionnels, vont pouvoir découvrir ces films et choisir celui qu'ils préfèrent et voter. Et donc, nous, notre rôle, ça va être ensuite de restituer, de confier un prix au film qui a reçu le plus de suffrages. Alors, c'est un dispositif de découverte du cinéma grâce au court-métrage, mais c'est aussi un dispositif qui permet aux jeunes d'explorer l'éducation aux images à travers des ateliers. Donc, c'est dans ce contexte que des associations relais peuvent faire des propositions d'accompagnement, comme le fait Étonnant Cinéma. Et c'est aussi une opération qui permet aux jeunes de rencontrer des professionnels, que ce soit des réalisateurs, réalisatrices, mais aussi des intervenants et puis des techniciens du cinéma. Donc Perrine évoquait la journée de demain et de jeudi, puisqu'en effet l'année est jalonnée de plusieurs événements. Il y a le lancement de l'opération Dessiner la vie qui a lieu à l'automne, et en mars, donc cette semaine, va avoir lieu la remise des prix qui se déroule à la Cinémathèque, journée à laquelle tous les jeunes et leurs encadrants sont invités, donc il y a environ 300 personnes qui seront présentes. On a une invitée d'honneur qui est Bérénice Bergeau qui viendra nous accompagner durant cette journée. C'est pas ouvert au public? Non, c'est pas ouvert. On est d'accord. C'est vraiment pour les jeunes et tout leur environnement d'encadrant.
C'est aussi des journées qu'on pense comme un parcours. C'est important de se retrouver, qu'il y ait un esprit festif autour du cinéma. Mais c'est aussi l'occasion pour ces jeunes de pratiquer. Donc on met en place des parcours images en partenariat avec différentes structures culturelles. Et c'est aussi l'occasion pour eux de montrer des productions qu'ils ont réalisées dans le cadre des ateliers qui ont cours tout au long de l'année. Et donc on pourra visionner avec eux, grâce à eux, des formes courtes de restitution d'ateliers. Et tu voulais parler peut-être de la dimension organisation, Cécile? Non, je voulais... Parce que vous êtes en effet impliqué depuis le début, hein, oui, pour dessiner la vie, mais je voulais peut-être revenir sur le cours comme outil, au sujet plus qu'au développement de nos propres activités. Je ne veux pas faire un catalogue, ce qui n'est pas forcément le plus intéressant. Et, voilà. Et du coup, pour relier un petit peu tout ce qui a été évoqué par les uns et les autres, c'est vrai que nous, après toutes ces années et puis ces expériences entre tous ces partenaires, on arrive à un petit peu maintenant aussi tirer des enseignements de pourquoi on sentait que c'était aussi un outil. Avant, on ne disait pas outil parce que c'était un gros mot. Maintenant, c'est les tables rondes qui s'appellent le court-métrage comme outil parce qu'on disait il ne faut pas instrumentaliser, ça reste un film, etc. Maintenant, on l'assume parce qu'il faut le promouvoir. L'un des intérêts et des atouts du court-métrage, c'est que souvent, il n'est pas auréolé d'un statut de chef-d'œuvre qui peut parfois dénaturer la rencontre qu'on va avoir avec un film parce qu'on l'a vu dans un cadre bien précis, parce qu'on connaît l'auteur qu'il y a derrière. Je dis ça pour les jeunes publics, mais les adultes, ils ne connaissent pas non plus les cinéastes qu'il y a derrière. Donc souvent, il y a une forme de proximité et de proximité et de liberté par rapport à ce qu'on peut penser du film. Souvent, la parole est beaucoup plus libre sur le court-métrage. Moi j'ai vu des portraits d'un cavalier se faire complètement critiquer par et alors que ça reste une des figures les plus importantes un des noms les plus connus dans ce qu'on peut avoir dans notre catalogue par exemple. Donc c'est assez intéressant aussi de voir que le public se permet, je trouve, en tout cas dans l'échange, ça facilite les choses, ça clairement. Et puis la question, en effet aussi, Clara, tu en parlais de la programmation. Ces ateliers-là, en fait, ils vont s'appuyer sur la spécificité du cours qui est qu'on va rarement se déplacer pour voir un film. Donc depuis le début du cinéma, on montre les films en programme et qu'à l'époque, c'était peut-être une compilation, mais on n'était pas dans la tête des Frères Lumière, ils avaient peut-être déjà pensé à un certain ordre de films. Donc cette question-là, elle est préexistante, en tout cas, elle est concomitante à la naissance même du cinéma, et on va mettre ensemble des films qui ont été faits à des époques différentes, par des personnes différentes, qui vont avoir des esthétiques différentes, et donc qui, par leur coprésence, vont faire émerger du sens, des thèmes, des choses comme ça. Donc c'est vraiment un outil très fort que les jeunes, et les moins jeunes d'ailleurs, dont les jeunes se saisissent très bien, parce qu'il y a cette dimension aussi ensuite d'assumer sa programmation face à un public. Et donc le format court permet de faire cette expérience de la programmation sur un temps très très réduit, parce qu'il mesure aussi la responsabilité que c'est de montrer un film. C'est comme quand on vous recommande un film avec un ami qui vous dit j'ai adoré ce film-là. Il revient après l'avoir vu, il dit je vais détester ce film, on le prend très très personnellement, alors qu'on n'est pas le réalisateur, on n'est pas le cinéaste. La programmation c'est ça, et ils le sentent très bien dans les ateliers, parce qu'il y a cette dimension finale d'assumer. Donc on essaye au maximum jusqu'à la salle de cinéma qu'il soit aussi dans le lieu, qu'il y ait le trajet complet. Donc ça c'est aussi un point de vigilance, je pense qu'on a tous, comme tu dis Clara, quand c'est possible. Donc ça c'est vraiment c'est en ça qu'on vraiment nous valorise le fait que ça soit un outil, donc pas le cours en tant que tel, mais un outil de découverte du cinéma. Aussi parce qu'on va pouvoir aller être peut-être plus dans nos pratiques de pédagogue aventureux, c'est-à-dire que comme c'est court, c'est moins douloureux. C'est un peu bête de le dire comme ça, mais on peut aussi se confronter à des œuvres, par exemple du cinéma expérimental, ou des choses qu'on n'irait pas forcément, sur les terrains sur lesquels on n'irait pas forcément. Et du coup, ça permet, cette rencontre-là, elle est aussi facilitée parce qu'on a la durée avec nous. Même si on dit, les jeunes sont habités à voir des films courts, etc. Un film court peut être très long pour une personne la durée n'est pas forcément liée à la durée effective du film.
Donc ça, c'est aussi faire l'expérience de la durée, c'est aussi intéressant pour voilà. Pour ça. Après, sur le choix des films, oui. Par exemple, pour dessiner la vie, bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il y a des comités, on disait, vous-même, vous présélectionnez. Enfin, il y a quand même des films qui se prêtent plus facilement, selon vous. C'est-à-dire que on ne va pas tout montrer. Enfin, quand tu dis on est libre, mais en effet, ça dépend de chacun. Dans le court métrage, on va retrouver la même diversité que dans le long métrage, donc on va avoir aussi des œuvres très mainstream, si je peux le dire comme ça, pas forcément très intéressantes d'un point de vue artistique. Enfin, on retrouve la même diversité qu'on peut avoir dans le long métrage, donc on a la même, les mêmes critères d'exigence qu'on peut avoir sur qu'est-ce qu'on va montrer, enfin ce qu'on va montrer dans le cadre de dispositifs, qu'ils soient scolaires ou hors temps scolaire. Donc c'est l'œuvre avant tout et le cinéma avant tout, qu'il soit court ou long. Nous, c'est un super terrain de jeu parce qu'on a beaucoup de films, mais tous se prêtent pas évidemment à des voilà. L'avantage, c'est quand même il y a souvent des films, enfin, en tout cas ceux qu'on peut utiliser dans un cadre comme on l'évoquait, c'est qu'il va y avoir souvent une ligne directrice forte, un dispositif sur lequel va reposer le film et qui va permettre d'être facilement identifiable et qui va faciliter la discussion du point de vue de l'analyse de film. Donc ça, c'est la forme parfois réduite des films, fait qu'il y a des choix très forts. Et surtout, c'est un format qui, enfin, nous on vante la liberté, enfin, c'est-à-dire c'est un terrain vraiment d'expérimentation aussi et de création, puisque les contraintes économiques sont moins lourdes, on va dire, quant à la rentabilité du film. Donc, même au niveau de la production, voilà, on a déjà des projets plus libres au départ. Donc, ce qui fait que nous, voilà, on considère que c'est vraiment un terrain de jeu aussi pour les équipes, pas que les réalisateurs, hein, mais voilà. Donc ce qui en fait un outil de découverte et d'exploration assez formidable et foisonnant. Et pour moi, c'est aussi la caution émergence, jeune création, même si ça n'est pas que ça, évidemment, le court-métrage, mais au sein des dispositifs, on en a déjà pas mal parlé les unes et les autres. Dans les catalogues existants, voilà, le court-métrage peut aussi avoir cette fonction de représenter cette création très contemporaine avec des auteurs qui sont aussi souvent très accessibles et très en demande de rencontrer et des femmes, voilà. C'est-à-dire que la répartition homme-femme dans la production de court-métrage est plus égalitaire que dans le long-métrage. Passage au long-métrage, c'est un peu moins vrai, et le passage au second long-métrage, ça s'effondre. Mais dans le court-métrage, en tout cas, voilà, il y a aussi une place plus importante. Et on essaye de traduire ça aussi dans le choix des films, dans les dispositifs, j'allais dire des unes et des autres, c'est pas nos dispositifs. Alors, j'avais envie de vous faire jouer un petit jeu, mais rapide, mais en même temps, vous avez déjà un peu répondu aux questions. Alors, si tu veux bien revenir sur mes slides, ça t'embête pas. Je vais vous proposer 4 photos, 4 images. Voilà, là, merci. Donc 1, 2, 3, 4. Je ne sais pas si vous voyez très bien, je vais vous mettre là les filles. Vous l'avez là aussi. Alors c'est à la fois un quiz, hein, si vous voulez jouer, vous pouvez. Donc c'est des films des courts-métrages, 4 courts-métrages qui passent à la fête du court, qui sont passés à la fête du court dans les programmes. Alors l'idée, c'est que derrière chaque photo se cache une question. Donc je vous propose de vous mettre d'accord toutes les 4 ensemble pour le choix d'une première photo qui vous parle, et puis vous aussi vous pouvez jouer au quiz, d'essayer de reconnaître les films, hein. Mais en même temps vous êtes des professionnels, alors Quelle photo choisit-on ? est-ce que vous avez un choix dans le public? Une, qui vote 2. Toi tu votes 1, on vote 2 là. 2. Ouais, qui vote 3. Qui 4. vote 3. Plutôt j'ai 1 fois 2, 1 fois 1. Ça vous aide pas beaucoup, hein. Est-ce qu'il y en a un que vous reconnaissez? J'ai entendu Goût Bacon. Je connais bien. Alors en effet, je confirme, le 2 c'est Goût Bacon, et la 1 c'est quoi alors? Varda, j'ai entendu, qui a dit? Bien. Alors le premier c'est Réponse de femme de Varda, qui durait 8 minutes, 1975. Goût Bacon, film de cette année, qui est dans les talents, je crois. Ou non, il est plus ancien, 2021 peut-être, 2022, 2021. Film d'atelier, le 3, vous avez deviné? L'air de rien. Tête en l'air. Tête en l'air. Attends, j'allais dire tu es presque. Et le 4e? Alors c'est un film ancien, c'est quelqu'un sous l'eau.
À la piscine. La natation, c'est l'Antarctique. Bien joué. 1930. Ouais, vous êtes plutôt bon, bravo. Je pensais pas que vous trouveriez tout. Alors, qu'est-ce que vous choisissez comme image? Proposez une question. La 1. Alors, désolé, vous n'avez pas... La forme courte favorise-t-elle la liberté d'expression? Mais du coup, tu as répondu un peu en partie. Alors moi, je voulais quand même vous donner pourquoi j'ai choisi ces 4 photos. À chaque fois, il y a une raison. Réponse de femme d'Agnès Varda. Je l'ai montré pendant très très longtemps. Et j'étais très content de voir qu'il était plus facile à montrer, parce qu'il y a une version plus facile à montrer depuis quelques temps. Mais en fait, j'ai du mal à le montrer, parce qu'il y a beaucoup de nus. Du coup, la forme courte favorise-t-elle la liberté d'expression? C'est la double question pour vous 4. Est-ce que vous sentez que des fois vous avez des blocages sur des trucs que vous montrez? Et est-ce que vous avez l'impression que la forme courte est libre? Alors tu as dit, ça peut être un terrain d'expérimentation libre, mais est-ce que au niveau culturel, de nos blocages culturels, est-ce qu'on est aussi libre qu'avant? Parce que 1975, Varda elle a fait ce film comme un ciné-tract, donc pour dénoncer, avancer des arguments. Alors, par exemple, elle montre du nu en disant que c'est pas forcément sexuel ou c'est pas forcément porno, voilà. Et elle montre des femmes nues, mais dans la manière la plus digne possible. Enfin voilà. C'est un gros morceau que tu nous. Et oui, écoute, alors derrière chaque photo, il y a un gros morceau, donc on va pas en faire plusieurs, on va faire qu'un ou deux. Je sais pas s'il faut se lancer dans. En tout. De censure et d'autocensure. Ouais. Est-ce que vous avez l'impression d'être plus libre qu'avant? Enfin, la question quoi. Dans le court-métrage, je reste dans. Dans ce qu'on montre? Oui. En fait, je pense que la problématique court et long, elle est la même. Là, pour le coup, je pense qu'on ne fait pas la différence sur nos problématiques. Je pense que là, on est d'accord sur le fait que c'est beaucoup plus compliqué, que c'est voilà, très... Est-ce que, par exemple, il y a des films que vous avez dû sortir de catalogue, par exemple, ou pas du tout? Alors, on a parlé de Wardy en long métrage, oui. Mais là, c'est politique. Moi, j'ai envie de parler plus en termes d'évolution des mœurs et des tabous de la société. Est-ce que vous avez l'impression que le court-métrage vous permet d'aborder des sujets comme ça plus facilement, en atelier Plus facilement, je sais, mais en tout cas, il permet de l'aborder. Moi, je pense que de fait d'avoir un catalogue, quand je dis catalogue, de proposer un corpus donc quand on fait des ateliers, on montre au moins, je sais pas, une quinzaine de films minimum. Donc, quand on peut en tout cas. Pas minimum. En tout cas, on essaye d'être sur cette moyenne-là, donc ça permet, je rejoins Cécile là-dessus, de montrer quand même pas mal de choses. Donc à l'intérieur de ça, on peut se dire, tiens, je peux glisser un film où je sais pas trop comment ça va être pris, mais parce qu'on a aussi, et là ça fait appel aussi à la médiation, à la posture aussi de la personne voilà, qui va mener les ateliers. Et je pense que dans la posture, il y a aussi beaucoup d'a priori qu'on doit soi-même faire tomber. De tiens, tel film pour tel public, pas forcément, enfin même si on l'a en tête. Le film miroir. Oui, le film. Ou alors le film qui va non, pas du tout aller parce que c'est des ados et que ça. Enfin, bien sûr qu'on a ces questions-là, mais moi j'essaie quand même vraiment de partir d'une posture où je vais rencontrer des gens, je ne vais pas rencontrer un public avec cette étiquette-là, même si je sais que je fais cet atelier dans ce cadre-là et qu'il a parfois un cadre bien défini, mais quand même on est sur la rencontre. Et moi je m'adresse toujours, enfin au départ je parle vraiment d'eux, c'est-à-dire que je leur demande aussi c'est quoi leur pratique, je me dis pas que je vais aller infuser la bonne parole et que moi-même je fais un chemin vers eux et que c'est à l'endroit de la rencontre pour moi qu'il y a quelque chose d'intéressant. Donc après, sur la liberté d'expression, la question initiale, je sais pas, je suis pas sûre d'y avoir répondu, mais... Il y a une double question. Parce que toi, faisant des ateliers, je pense que ça, tu as répondu un peu, Cécile. Étant dans une économie plus réduite, en atelier, tu es peut-être plus libre, d'abord, enfin, oui, sur la forme, je suis pas sur dans un le dispositif, contenu. effectivement, national, avec des interlocuteurs qui ont eux-mêmes des référents, etc. Même si on travaille avec des partenaires. Après, est-ce que c'est juste réduire à la question de on peut montrer un film avec des nus? Je crois pas que ce soit cette question-là sur la liberté d'expression. Par exemple, moi ça m'est arrivé de travailler avec des adolescents sur des villes que je ne citerai pas, mais en Seine-Saint-Denis, où les adolescents avaient une mauvaise vision de la ville, et du coup la ville n'était pas contente puisqu'elle avait financé le projet. Voilà, c'est des exemples, mais on n'est pas tout le temps libre en vrai, même si la forme est courte. On est libre par rapport aux moyens, mais... Sur la réception, moi je peux dire un mot. Je pense qu'il y a deux approches.
Déjà, il y a la question de l'âge du public. Je pense qu'on ne montre pas la même chose. On peut s'autoriser peut-être plus de liberté de programmation pour les plus jeunes. Par exemple, donc l'Archipel des Lucioles coordonne un dispositif qui s'appelle Maternelle au cinéma et qui concerne une tranche d'âge donc 3-6. Et force est de constater qu'à cet âge, les très jeunes enfants sont curieux, sont attentifs à la forme, et donc on peut leur proposer des objets cinématographiques un petit peu insolites qui peuvent même s'apparenter à de l'expérimental. En fait, c'est beaucoup plus facile avec ce type de public. Je dirais qu'au niveau ensuite école primaire, c'est un peu toujours le cas, même s'il commence à y avoir peut-être un peu plus de résistance à la fin en CM. Mais c'est vraiment, vraiment possible et encouragé de leur faire découvrir, par exemple, des films du patrimoine. Le noir et blanc n'est pas une forme qui les effraie particulièrement. Alors qu'au collège, donc après 11 ans, ça devient vraiment plus compliqué. Et je dirais que c'est pas forcément lié à l'époque dans laquelle on vit, mais c'est plus lié à une évolution personnelle. Quand on est adolescent, on est peut-être un peu plus frileux, un peu moins curieux de nouvelles formes, et on se sent plus confortable dans des habitudes, des convenances. Et après, au niveau lycée, on peut retrouver ce goût de la curiosité peut-être un peu plus fort. Donc ça, c'est une première approche, je dirais, liée à l'âge du public. Mais ensuite, il est vrai qu'on est aussi dans une conjoncture peut-être un peu particulière. En tout cas, qu'on constate au niveau des dispositifs d'éducation aux images, encore une fois, ceux que l'association coordonne. Et notamment pour tout ce qui concerne le temps scolaire, parce que là, on est vraiment dans l'institution éducation nationale. Et c'est vrai que on constate en tout cas des phénomènes, et on peut le citer tel quel, d'autocensure dans les programmations annuelles, parce que certains films, peuvent heurter des collèges d'adultes qui peuvent être les parents, mais aussi les enseignants qui sont désemparés par rapport à des thématiques qui sont abordées dans les films. Donc c'est lié à la conjoncture, oui, c'est une approche un peu politique, mais peut-être à une société qui se referme un peu, qui est un peu plus attirée par l'obscurantisme qu'elle ne l'a été, et je pense que ça reste dans nos missions et tu parlais de militantisme en introduction, qu'il faut continuer de croire de croire en cette éducation aux images qui est là pour élever les consciences, pour aiguiser l'œil critique, et qui, grâce à un choc esthétique, va provoquer un regard sur le monde personnalisé et singulier. Mais peut-être que ce serait l'occasion de passer la parole à Perrine, parce que justement, provoquer un choc esthétique, cela se fait grâce à une œuvre d'art, mais il y a aussi tout un pan de l'éducation aux images qui relève de la médiation. Et là, c'est vraiment un métier à part entière, et c'est ce dont Perrine s'occupe. C'est ce que j'allais dire, c'est que le court-métrage peut se montrer comme ça, tout seul, nu, mais il y a tout un travail, exactement. D'accompagnement, mais c'est vous qui le faites. Hein. Moi, je forme des étudiants qui vont ensuite faire ce travail. Mais grâce à cela, et c'est vrai que moi-même, je suis dans mes cours, je promeux beaucoup le court-métrage. Je te l'ai jamais dit, Cécile, mais c'est peut-être l'occasion de le dire publiquement. Donc Cécile est venue en ouverture professionnelle présenter l'agence du court-métrage aux étudiants dont j'ai la charge, et elle leur a fait un petit jeu de programmation avec 3 courts-métrages. Elle leur a dit elle a fait l'atelier de programmation en mode très réduit, mais voilà, pour leur donner le goût de ça et les sensibiliser à ces questions-là. Et depuis, je reprends toujours les mêmes films, parce que je les adore, les 4. Je peux actualiser un petit peu si tu veux. Et
je le refais chaque année en fait. Donc je t'ai piqué ton... Voilà, oui, je sais bien, mais voilà. Qu'est-ce qui rend ces films si pertinents? C'est bien ce que je t'ai montré par contre. Ouais, et c'est Koyeri mon anima, Sous la lame de l'épée. Mais... Pardon. C'était ce qu'on disait par rapport au fait qu'en peu de temps, on peut avoir aussi un choc émotionnel. C'est-à-dire que là, ce film-là, j'aime beaucoup le montrer, Koyeri Mandima, parce que c'est à la base, ça devait même pas être un film, c'est un exercice de montage en école de cinéma, et qui a une telle puissance émotionnelle. C'est un montage, une voix off et des photos personnelles. Mais en fait, voilà, ça dure 10 minutes et ça vous retourne littéralement. Et de montrer ça avant des ateliers, c'est-à-dire avec peu de moyens, mais quand on a quelque chose à raconter, on peut créer une œuvre, un point de vue externe. Excuse-moi, je referme la parenthèse. Non mais voilà, bon, en gros, je le fais moi-même avec mes étudiants pour les sensibiliser à ça. Et effectivement, c'est un travail de médiation, comme l'a très bien... C'est comment accompagner, comment leur montrer qu'ils peuvent le faire et leur montrer l'importance en fait, parce que dès qu'on parle d'images, on fait de la programmation, c'est-à-dire qu'on met les images les unes à côté des autres et mettre une première image d'abord, puis une deuxième, que ce soit un court-métrage. Un court-métrage, c'est encore mieux parce que c'est une histoire dans son entièreté, il n'y a pas de frustration de l'extrait de film ou de frustration du photogramme où on se dit qu'est-ce qui se passe avant, après, entre eux, etc. Le court-métrage, c'est aussi très agréable pour ça parce qu'il n'y a aucune frustration dans le travail avec le public avec lequel on travaille. Et je veux dire, plutôt que de travailler sur l'extrait du long métrage comme on a pu le faire des milliards de fois, qu'on fait encore, mais pourquoi pas. Mais à la différence d'un extrait et de programmer des extraits entre eux pour montrer que, comme quand on fait une formation, quand on parle de cinéma, ce que font les étudiants, ils vont accompagner une thématique, ils vont faire une conférence ou quoi, et donc ils vont présenter des courts-métrages ou des extraits, et voilà, on essaye de travailler à ça, comment on accompagne cette monstration. Je voulais compléter. Oui, je voulais compléter. Je rebondis un peu sur la frustration, pour le coup, je dirais à revers, c'est-à-dire que si on peut parler de alors on dit qu'il n'y a pas de spécificité dans le court-métrage, que voilà, ça représente plein de choses, néanmoins il y a quand même parfois des choses communes qu'on retrouve, notamment la question de la fin ouverte, qui va être quand même aussi, qu'on retrouve plus dans le court-métrage que dans le long-métrage. Et ça, par exemple, quand on parle de liberté d'expression, ça embête beaucoup les jeunes, parce que on se dit quel est le message, parce qu'il y a l'obsession de quel est le message du film, qu'est-ce que je dois comprendre, et quand la fin est ouverte et qu'on ne dit pas ce qu'on doit penser, soit du film, soit de l'action qui vient, il n'y a pas de jugement moral, c'est quand c'est ouvert sur une action d'un film, et ben ça les embête beaucoup. On reste sur sa fin. Oui, mais parce que par rapport à tout ce qu'on disait sur ce qu'on montre, etc., il y a aussi ce confort de savoir ce qu'on doit penser, ce qu'on me demande de penser sur ce qu'on me demande de regarder. Et du coup, le court-métrage, il va parfois un peu mettre dans une zone d'inconfort qui, pour nous, en tant que médiateurs, est très intéressante, parce que du coup, on va les questionner. Est-ce que c'est pas éducatif d'une certaine manière de bousculer les attentes et les a priori? Oui. Mais du coup, voilà, c'était comme on est sur la spécificité, si c'est un atout de plus, alors c'est ce qui va les embêter, mais c'est aussi ce qui va permettre vraiment un débat sur l'interprétation ou pas, mais en tout cas la réception du film. Et ça, je trouve que je le sens de plus en plus. Cette question de la fin ouverte, elle est de plus en plus gênante. Et puis après, il y a aussi l'analogie avec mais du coup, c'est quoi la suite? Il y a la série, parce qu'il y a vraiment ces habitudes de série. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe après, dans l'épisode d'après? Il y a vraiment cette logique-là maintenant qu'on ressent aussi beaucoup plus fortement dans une écriture au long cours d'un objet cinématographique ou audiovisuel. Et donc le fait qu'un film puisse ne durer que 8 minutes et s'arrêter là, être une entité individuelle, ça peut être parfois difficile. Par rapport aux habitudes, on va dire. Oui. Voilà. Alors vous avez vu les 4 images, donc 4 questions, mais je veux bien que ce soit, si vous avez envie, dans le public, alors vous pouvez aussi choisir une image, si vous voulez, si vous avez envie de choisir. En vrai, ils ont déjà répondu à la plupart des questions. Une remarque. Vas-y. Pas d'animation. Là derrière? Celle-ci, là, en l'air. Ouais, j'essaie de faire diversifier. Je crois que là, je suis bon. Pour Tête en l'air. Alors, qui l'a vu ce film? Vous pouvez lever la main. Personne l'a vu?
Donc l'image 3, alors désolé vous n'avez pas la question mais nous on l'a. En fait, tu connais le film. Je vous le résume en très très rapidement, mais ce que je trouvais rigolo, c'est que c'est un personnage, l'écureuil, alors je vous conseille de le regarder, il est gratuit grâce à la fête du cours, il est jusqu'à 3 avril. C'est un partenariat, il est visible. Ça doit être sur Lumni, peut-être. Vous tapez Tête en l'air, fête du cours, vous allez voir, il est disponible. C'est un personnage, l'écureuil, qui regarde tous les jours en l'air, et du coup il regarde pas du tout, je ne dévoile rien d'autre, mais il regarde pas du tout comme les autres, et je trouvais ça intéressant parce que c'est la notion de de lever la tête en l'air, de regarder un peu ailleurs que ce qu'on a l'habitude de voir. Alors ma question c'était comment choisir les films, et en fait vous avez un peu répondu, mais toi en particulier Clara, si tu peux répondre là-dessus, c'est par exemple, on n'a pas trop abordé, on a parlé de la question de la programmation, et ce que je trouve intéressant c'est pas... Toi, par exemple, tu as commencé un peu à en parler, mais quand tu vas aller faire un atelier, tu dis que tu te sers du court-métrage, mais on en a un petit peu parlé. Je projette des cours. Tu projettes des cours, mais comment les choisir? Est-ce que tu vas tout de suite aller piocher dans le... C'est souvent très tentant. On a plusieurs souvenirs ou... Il y a un peu de tout, hein, parce que... alors, il y a évidemment le catalogue de l'agent du cours, quand même 12 000 films, donc c'est un terrain de jeu quand même assez ouvert. Mais évidemment, tous ne sont pas représentés dedans. Donc après, il y a aussi des festivals de cinéma, soit vraiment dédiés au court-métrage, soit après, ça peut être des festivals plus thématiques, à l'intérieur desquels il y a des programmes de court-métrage. On s'intéresse aussi aux films d'école, et après, des festivals aussi étrangers, enfin, en tout cas, qui montrent des films étrangers. Je pense au festival du film franco-arabe, avec lequel on travaille aussi, avec lequel on fait des ateliers, où là aussi ils ont une section de court-métrage. Donc voilà, on essaye de... évidemment je ne sais pas si on reflète toute la diversité, et évidemment je ne le pense pas, on le fait avec beaucoup d'humilité, mais en tout cas, on sait aussi qu'il y a des films qui ne nous arrivent pas. Et pour toi c'est important d'aller chercher les films Ouais, oui, comme on va aller chercher, on va aller rencontrer les gens, il faut aussi qu'on aille faire la démarche pour aller rencontrer les films. Mais après, effectivement, il y a des structures qui font aussi ce travail-là. Donc nous, on va aussi se diriger vers celle-ci. Mais on essaye aussi d'aller là où on ne voit pas forcément aussi. Et après, c'est vrai que nous, on ne s'inscrit pas forcément dans des dispositifs, donc de programmes préétablis. Et on concocte nous-mêmes nos programmes. Donc ça, c'est une grande liberté aussi. On peut aller piocher dans des programmes déjà faits. On l'a fait aussi avec la fête du cours, on le fait avec l'agence du cours, mais généralement, on concocte nos propres corpus de films. On peut le faire aussi en lien avec les structures sociales avec lesquelles on travaille. Si la personne référente, en tout cas de la structure, a aussi envie de... c'est pas du tout pour avoir un œil de censure, mais c'est aussi... Si ça fait plusieurs années qu'on travaille avec, on sent aussi qu'il y a une appétence, un goût pour aller voir aussi comment on choisit les films. Ah, celui-ci ou pas. Et on a un dialogue aussi qui peut se créer en amont de la présélection, et on arrive toujours devant les participants ou participantes en disant qu'effectivement, on fait déjà, nous, un premier... mensonger de dire vous avez le choix. Bien sûr que nous on est passeuses et qu'on transmet des choses que nous-mêmes. Après, moi je dis souvent que j'accompagne plutôt des films qui ont, que j'ai envie de défendre, mais parfois je peux aussi montrer des films avec lesquels j'ai pas forcément de connexion très forte, mais par contre j'y vois un intérêt, je me dis qu'il a sa place aussi dans le corpus. Ça, j'essaye aussi d'être vigilante, même si évidemment que j'ai envie plutôt que je vais parfois souvent plutôt vers des films qui me parlent, mais j'essaye aussi de montrer des films qui ne sont pas forcément des coups de cœur aussi, parce qu'ils ont un intérêt dans le corpus. Parce que du coup, il y a aussi, je ne sais pas si vous voulez bien en parler. Oui, très bien, mais alors, du coup, je glisse une mini question supplémentaire pour toi, mais tu vas voir, c'est lié. Il y a quand même aussi des distributeurs qui font des programmes de cours. Oui, j'ai pas parlé des distributeurs, bien sûr, aussi de distributeurs de courts-métrages. Eux, je pense qu'ils font ce travail dont tu parles, d'aller chercher dans les festivals, etc. C'est souvent aussi des réseaux de producteurs qui se rassemblent aussi pour ensuite accompagner leurs films. Et du coup, il y a aussi cette question. Oui, moi je voulais évoquer autre chose dessus. Vas-y. On en reparlera après si tu veux des distributeurs. Comme tu veux. Choix de programmation, pour revenir aussi à la question de l'âge des publics et de la place du court-métrage, je voulais ajouter comme remarque que pour les très jeunes spectateurs,
il est d'usage de leur montrer des films d'animation en fait. C'est un petit peu la règle. Ils sont, voilà, le jeune public est friand de dessins animés, films d'animation. Or, dans les dispositifs d'éducation aux images que l'archipel coordonne, on a vraiment la volonté de faire découvrir dès le plus jeune âge aux spectateurs, aux spectatrices des films d'une grande variété de genres, d'horizons différents, etc. Et c'est vrai que le court-métrage permet d'aborder la question de la prise de vue réelle dès le plus jeune âge. C'est-à-dire que dans les programmes de court-métrage pour le très jeune public, il n'y a pas que du cinéma d'animation. Grâce au court-métrage, on arrive à aborder des cinématographies, je ne sais pas, comme celle de Jacques Tati, comme celle de Kiarostami. Alors pour les maternelles, je peut-être crois, pas pour les maternelles, non. Mais pour vraiment les très jeunes, il y a Buster Keaton, Chaplin. Donc c'est un vrai plaisir de pouvoir glisser dans un programme de court-métrage des petites pépites voilà, du patrimoine en prise de vue réelle. Ça... Comment dire ? Oui, ça permet une audace en fait qu'on ne pourrait pas forcément avoir à travers le long métrage, parce que présenter un long métrage en prise de vue réelle à des très jeunes spectateurs, ce serait un sacré défi à relever. Il y en a quelques-uns, mais c'est rare en fait. Voilà, je voulais ajouter ça. Oui, c'est bien. Et sur les distributeurs, non, je vais peut-être pas être la plus... Alors, mon idée c'était plutôt, voilà, toi tu dis. Peut-être parfois tu vas, s'il y a des programmes de distributeurs que tu trouves intéressants, tu vas pas forcément aller tout le temps chercher toi toute seule, c'était ça Non, bien sûr. Après, il y a aussi la question du tarif, notamment de location pédagogique, parce qu'en fait, quand on montre un film en atelier devant 10 personnes, en tout cas, et les budgets de la culture étant ce qu'ils sont, c'est pas les mêmes tarifs qu'une diffusion commerciale, projection publique. Et c'est vrai que cette question-là, alors l'Agence du Cours a un tarif par exemple spécial pour justement une diffusion en atelier, une action pédagogique, et parfois quand on explique ça à un distributeur qui n'a pas forcément ces mêmes tarifs-là, je sais pas, c'est 10 euros, 12 euros le film pour un atelier, enfin par film. Et un distributeur qui n'a pas 12 000 films à son catalogue, évidemment, n'a pas le même tarif, ce qui est évident pour un atelier pédagogique, mais du coup, il y a tout un dialogue aussi à mener en disant, voilà, on va le montrer pour un atelier, ça va plutôt être 50, 70 euros, mais peut-être qu'ensuite ce film, il va être choisi par le groupe, donc il sera ensuite diffusé en projection commerciale, et donc là, il y aura une location pour une projection commerciale. Enfin, voilà, la question du tarif aussi... peut freiner aussi, je pense, aussi la diffusion de certains films, en fait, malheureusement. Voilà. Dans un cadre pédagogique. Alors, je ne sais pas si le public vous voulez poser des questions, n'hésitez pas. Moi, je veux compléter juste ça d'une petite... mais n'hésitez pas si vous voulez prendre la parole dans le public. Parce que, par exemple, là, de la même manière, chez les distributeurs, il y a quand même la question de la survie économique qui fait que, alors, l'argument pédagogique ou éducatif, il ne va pas être primordial. C'est pour ça que moi, ce que je voulais souligner, peut-être comme on arrive sur la fin de la table ronde, on a parlé du maillage, j'ai parlé de militantisme exprès en introduction, mais ce maillage, il se fait avec des distributeurs qui sont souvent des militants en vrai, parce que par exemple, il y a des programmes de courts-métrages, je pense des courts-métrages de films africains qui sont rassemblés, je sais plus. Voilà, donc par exemple, ça permet quand même... ça va pas être des propositions très vendeuses en vrai. Voilà, donc il va falloir faire tout un travail, tu parles de médiation, auprès des publics, mais aussi auprès des lieux culturels pour qu'ils le programment. Et du coup, est-ce que l'éducatif est condamné à rester un truc de militant ou est-ce qu'on peut compter, heureusement qu'il y a des dispositifs institutionnels qui rendent ça un peu pérenne, cette volonté de montrer de tout. Mais comme on arrive sur la fin de la table ronde, peut-être juste pour poser un peu de la perspective, est-ce que l'éducatif, il peut vivre sans tout ce maillage, quoi. Quand je dis éducatif, vous avez tous compris, quand on parle d'éducation aux images, c'est-à-dire pas le film qui va nous parler de l'écologie de manière très pédagogique, mais des films qui, comme disait Cécile, sont des chocs. Ce sont des propositions un peu différentes, comme disait Delphine, d'aller voir des films de patrimoine, des films, quand on est petit, des films en prise de vue réelle.
tous ces risques, et puis même toi, quand tu dis montrer des films qui bousculent peut-être ou qui font discuter, tous ces risques, est-ce qu'ils peuvent pas être pris par des distributeurs? Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez de ça? La question, en fait, c'est qu'en effet, c'est l'éducatif au sens large, c'est un secteur fragile, mais la production du court-métrage aussi. Donc nous, par exemple, à notre endroit, on est vraiment entre ceux qui font les films et ceux qui les montrent. Donc nous, on doit à la fois rémunérer justement les œuvres et permettre quand même aux diffusions et aux projets de se mener. Donc c'est un équilibre qu'il faut trouver, et par exemple les questions des tarifs pédagogiques, c'est quelque chose du point de vue de l'ayant droit qui est anecdotique, mais c'est une manière de prendre en compte dans un projet aussi la question des droits, de sensibiliser petit à petit, mais du coup ça fonctionne parce que c'est pris dans un ensemble de diffusion aussi qu'on travaille de la chaîne de télé jusqu'à l'école qui va montrer un film. On peut avoir cette échelle-là qui fait que le film va pouvoir avoir une vie différente et être disponible à différents endroits. Les distributeurs qui vont faire un programme pour l'exploitation, ils vont miser très fortement sur quelques œuvres pour une période donnée et qui du coup ne peuvent pas être dans ces petites diffusions-là. C'est pour ça aussi qu'on travaille avec beaucoup d'entre eux sur le fait d'avoir les films séparément pour pouvoir travailler de manière complémentaire et assurer une vie un peu plus longue, parce qu'on travaille nous dans une chronologie beaucoup plus longue sur les films. C'est un peu ça la différence, quoi. Moi, la sortie cinéma, même si on a un problème de court-métrage, c'est une fenêtre très courte. C'est une fenêtre très courte, oui. C'est les mêmes difficultés que des films qui vont sortir le mercredi, les longs métrages qui vont avoir du mal à rencontrer leur public. Donc nous, on est en complément, on va dire, de ces activités-là. Et ta question, c'était est-ce que... oui, est-ce qu'il y a une survie comment l'éducatif peut vivre en dehors d'une volonté de maillage, quoi, tout simplement, et une volonté institutionnelle quelque part. Oui, je voulais ajouter aussi qu'il y a quand même des distributeurs qui sont spécialisés dans les programmations jeunes publics et même très jeunes publics. On peut en citer quelques-uns, mais les films du Préau, KMBO sont quand même des distributeurs sur le jeune public et assez militants aussi pour justement explorer des cinématographies peu connues et des formes artistiques aussi quand même assez audacieuses, je trouve. Et c'est des programmes qui rencontrent son public en dehors du cadre scolaire. Je pense aux programmations des salles de proximité, d'arrêt d'essai, les fameux ciné-goûtés du mercredi après-midi, où il peut y avoir aussi de la médiation. Grâce aux médiateurs, médiatrices qui sont des professionnels qui travaillent dans les salles de cinéma. Ce sont quand même des programmes qui rencontrent leur public et qui permettent au court-métrage d'avoir une vie quand même pour le tout public. Et sinon, pour développer la suite, l'avenir, c'est ça. Est-ce que dans l'avenir, on peut imaginer... alors tu parles de quelques programmateurs, quelques distributeurs qui en effet font des programmes spécifiques, qui ont une vraie ADN, parce que ça fait longtemps qu'ils travaillent dessus, qui sont en fait en lien avec les médiateurs, les salles de proximité. Donc là aussi, ça rejoint ce que je disais, c'est le travail de maillage. C'est quelques distributeurs, parce qu'il y en a quelques-uns qui sont spécialisés, qui font un travail ambitieux, en effet tu as raison, peut se réveiller payant, mais il y a quand même malgré tout un soutien sans lequel il ne pourrait pas... voilà. Qu'est-ce qu'on peut imaginer? Alors, si vous voulez, je peux mettre les pieds dans le plat. On a entendu... je me rappelle d'une citation anonyme il y a quelques années en plein Covid qui disait de toute façon, faut pas croire, si on est en crise, on a juste besoin d'un couteau et d'un camembert. Le reste, c'est accessoire. Est-ce que vous pensez qu'en temps de crise, le court-métrage et l'éducation aux images est sacrifiable ou essentiel? Et pour qui? Et pour qui? Parce que nous, apparemment, vous êtes tous très impliqués, mais qu'est-ce que ça a d'essentiel? Si vous voudriez défendre en quelques minutes le caractère essentiel de ce travail autour du court-métrage, différent, qui en effet va provoquer des chocs esthétiques, mais parfois pas forcément attendus, qui n'est pas conforme à ce qu'on peut attendre d'un film classique. En quoi est-ce qu'on peut faire en sorte que ça reste essentiel? Et est-ce que ça l'est? Moi, je vais parler de là où j'interviens, c'est-à-dire que dans les structures sociales dans lesquelles on intervient, je sais pas plus tard qu'hier,
à la halte du SAMU social, le retour qu'on me fait, c'est ça m'a fait du bien cette séance. J'ai parlé avec des gens aujourd'hui. J'ai eu des émotions. J'ai connecté avec mon histoire parce que c'était un film qui, pour le coup, n'avait rien à voir avec son histoire, mais en tout cas où le personnage traversait une émotion particulière. Je me suis sentie bien aujourd'hui. Enfin, je sais pas, se sentir bien. J'ai l'impression que l'épanouissement collectif, individuel, ça me paraît assez essentiel. Donc après. C'est-à-dire que nous, on travaille aussi vraiment la question du lien social, mais comme pour l'action culturelle, pour moi, participe de ça pleinement, quoi. Donc évidemment, il y a ce qu'on montre, il y a à qui on montre, comment on le montre, et qu'est-ce qu'on vient créer à cet endroit-là. Et le court-métrage va permettre, en fait, de se réunir autour. Oui, je rebondis, je complète ce que tu dis. C'est vrai que, par exemple, après les attentats, on avait beaucoup de demandes d'ateliers de programmation sur le vivre ensemble. Donc il fallait faire des sélections de films autour du vivre ensemble. Et donc, moi, tout mon travail, c'était d'expliquer qu'on va peut-être pas faire un atelier sur le vivre ensemble, mais par contre, je vous assure que faire un atelier de programmation ensemble, de se mettre d'accord sur quel film on choisit, de pourquoi mon film préféré va pas être dans la programmation finale, c'est une vraie expérience du vivre ensemble. Et que du coup, ça, oui, plus que jamais, en tout cas, on en a besoin. Et que voilà, au-delà du format, du coup le format le permet, mais que cette expression-là, elle est rendue possible et nécessaire. En tout cas, tous les lieux d'expression, faire groupe à un moment, que ça soit du scolaire, hors scolaire, je pense qu'on en a tous besoin de se réunir et de voir. Pour moi, c'est aussi ce que tu dis. Un peu la magie du cinéma, c'est-à-dire se reconnaître dans un film qui est très très éloigné de moi, mais qui va me toucher directement. Ça, c'est aussi des films dont on a besoin, de prendre de la distance, quoi, de ne pas forcément être sur nos propres situations. Voilà. Donc, et l'empathie, je crois. Oui, l'empathie. Le faire exister, le faire vivre. En tout cas, autour de la table, je pense qu'on est ici convaincus de ça. Après, voilà, que ce soit entendu. Moi, je continue de croire, je fais partie peut-être des personnes naïves qui continuent de penser que le choc esthétique met en mouvement quelque chose dans un individu et que c'est ce qui anime, ce qui met en mouvement, qui permet d'évoluer. Je pense que cette éducation aux images, elle s'inscrit dans une lignée, un héritage de l'éducation populaire qui consiste à faire émerger de chaque personne un point de vue, un goût, et que tout cela peut se mettre en mouvement aussi grâce à la médiation. Que si la rencontre avec l'œuvre ne se fait pas, je dirais, de façon automatique, elle peut se faire grâce à des professionnels, des médiateurs, des médiatrices qui permettent cette connexion. Et moi, je pense qu'on fait société grâce à des actions comme celle-ci, et qu'on peut espérer un monde un peu meilleur. Pardon, ça fait un petit peu... J'ajouterais à ce que tu dis... naïf, mais j'y crois. Oui, puis j'ajouterais sur le long cours, parce qu'il n'y a que comme ça que ça peut fonctionner. C'est-à-dire que... Bon, je parle de mon expérience personnelle, mais des gens qui ont mis le doigt dans les... Ça peut être des enseignants, des médiateurs, ou même des... Enfin, j'ai déjà vu ça dans le champ social. Des gens qui mettent une main dedans, dans les crèches, j'ai vu ça, des assistantes de crèche, etc. Et après, tu prends vite, ça devient indissociable de ta pratique. Enfin, voilà, une fois que tu y as goûté, je pense à certains enseignants qui ont mis du cinéma dans leur pratique. Dès qu'après, on leur a interdit, parce que malgré tout... on calcule leurs heures de plus en plus, qu'on les empêche d'aller en formation, etc., ça met en danger leur pratique. Donc voilà. Est-ce que c'est essentiel pour le master didactique de l'image? Bah oui, évidemment. Évidemment, bah oui, sinon il n'y aurait plus de master, de toute façon. Voilà. Et je pense que tu dois vivre aussi, tu dois voir des étudiants être transformés par certains parcours de films et de... Ah bah oui, c'était... avec le cinéma. J'ai un cours d'initiation, c'est là où je reprends ton atelier de programmation. Initiation à la pédagogie de l'image en licence 3. Donc en licence 3, ils veulent tous faire la FEMIS, les étudiants en cinéma. Moi j'ai fait la licence 3, à l'époque il n'y avait pas encore ce module-là. Voilà. Et je savais que je ne voulais pas réaliser, mais je savais que je voulais programmer,
transmettre. Voilà. Je venais vraiment chercher pour moi la théorie, pour le coup, et l'histoire. Voilà. Et j'étais un peu un ovni, je reconnais. Voilà, tu connais. Je reconnais. Voilà. Et aujourd'hui, je suis hyper contente parce que dans la rencontre, pardon, on a parlé des médiatrices et des médiateurs, mais aussi, évidemment, aussi des cinéastes. Enfin, on fait se rencontrer aussi les gens qui les créent avec les gens qui les regardent. Ah mais bien sûr. Donc voilà, et donc dans ce cours en licence 3, effectivement, il y a des étudiants qui se disent, et c'est très touchant parce qu'il y a une étudiante qui, c'est exactement son parcours, quoi. Elle était en licence, elle ne savait pas trop ce qu'elle voulait faire du cinéma vaguement, mais voilà. Je ne l'avais pas dans ce cours d'initiation à la pédagogie, je l'avais dans un atelier où ils font un film, enfin, en 3e année de licence de cinéma. Ils ont fait que du théorique pendant 3 ans. Et généralement ils n'en peuvent plus. Et donc il y a un atelier où il y a un petit festival où on montre des courts-métrages faits par les étudiants. Et la vertu du court-métrage aussi, c'est c'est aussi ça, c'est qu'on peut la produire. Et donc elle a donc entendu parler de ce master parce que j'étais sa prof. Je lui en ai parlé, évidemment, je parle tout le temps. Et donc, elle a fait le master, elle a fait une alternance dans le cinéma où elle a appris à aimer le cinéma à Jacques Tati à Tremblay en France. Et elle est aujourd'hui assistante du médiateur jeune public. Et elle est venue en parler aux étudiants et elle est venue témoigner de ce parcours et j'étais hyper touchée, quoi. Voilà, donc... D'ailleurs, je peux témoigner qu'elle invente plein de nouvelles choses. Elle est géniale. C'est une vraie recrue. Ouais. Et d'autant plus, du coup, je rebondis sur ce que je disais, mais c'est d'autant plus essentiel de continuer parce qu'on voit que ça se renouvelle avec voilà, une nouvelle génération. Et ça aime en fait. Que des petites choses, des petites rencontres qu'on va faire avec des gens, etc., qui se sont sentis bien ce jour-là, qui, voilà, peut-être 3 ans plus tard, on sait, voilà. Et tout ce travail-là, c'est effectivement un maillage en permanence, c'est perpétuel, c'est essentiel. On parle des jeunes en disant faut les sensibiliser au cours et tout ça, mais moi quand je fais des formations, je me dis oh là là, je vais encore redire la même chose, on va dire que j'ai toujours pareil. Et en fait, c'est même, on se rend compte que même des gens qui ont vraiment de l'expérience ne l'ont jamais pratiqué, donc c'est à chaque fois ce que je dis, c'est nouveau, on a l'impression que les gens découvrent. Donc je me dis on a encore du boulot, il faut le continuer, l'accompagner. Donc c'est pas que les jeunes ils connaissent pas le cours dans leur pratique de médiateur, on va les accompagner, mais en fait parce que voilà, c'est une forme qui forcément demande à être à se rappeler à eux régulièrement. Voilà. Du coup, j'en profite quand même parce que c'était sur l'ouverture. Nous, on travaille à rendre ça disponible et accessible pour faciliter les actions d'éducation au cinéma. Donc, on a une plateforme pédagogique qui s'appelle le Kinétoscope et qui est en pleine refonte. Donc, si tout va bien, fin 2026, on aura une nouvelle plateforme avec beaucoup plus de ressources aussi pour les médiateurs. Voilà, l'accompagnement. Voilà. Alors, on n'en a pas trop parlé, mais c'est un outil intéressant dans le sens où alors il y a plein de vertus. Déjà, ça permet d'avoir des infos sur les films, d'avoir des films recommandés selon des âges, etc. Mais aussi se mettre des films en relation les uns avec les autres. Donc, c'est intéressant pour faire de la collaboration. Alors, est-ce qu'il y a quand même une ou deux questions ou remarques? Vous en avez 5 minutes? Non? Oui? Vas-y. Merci. Déjà, merci pour vos témoignages. C'était très intéressant. Moi, je me pose la question du public. Ces dernières années, il a été confronté à des dispositifs différents qui exposent aussi des formats beaucoup plus courts, pas forcément en termes de cinéma, mais en termes d'information quelconque. La question que je vous pose, du coup, c'est est-ce que vous, ça a changé votre approche de faire face à un public qui est déjà un peu plus familier avec ces formats courts? Non, moi, ce que je peux juste dire, c'est que j'essaye de créer des ponts entre ce qui se faisait avant, il y a 120 ans, et ce qui se fait aujourd'hui. Et j'essaye vraiment de pas dire... Enfin, le c'était mieux avant, déjà, ça c'est... Voilà. Et public éloigné de la culture, ça aussi, ça c'est fini. Enfin, le vocabulaire, voilà. Dans les deux cas, voilà, faut faire tomber ça. Et plutôt de créer des ponts, bah voilà, ok, tu fais un snap d'1 minute. Je vais pas dire que c'est une vue lumière non plus, mais on peut aussi se poser des questions de, tiens, aujourd'hui, voilà comment on filme. Mais comment on filmait au tout début du cinéma, en tout cas d'essayer, encore une fois, de créer du lien. Voilà. Après, évidemment, on peut dire que ça démocratise un peu, parce qu'ils ont tous leur téléphone portable. Et bon, mais pourquoi pas, après,
la question, c'est effectivement à chaque fois comment on accompagne l'outil et qu'est-ce qu'on a envie de raconter, en fait, parce que quel que soit l'outil, c'est surtout qu'est-ce qu'on a envie d'en faire, en fait. Pour compléter, il y a peut-être une donnée sur laquelle j'ai pas beaucoup insisté, mais dans le cadre des dispositifs institutionnels, en fait, les œuvres sont visionnées en salle de cinéma. Donc, certes, on constate que les goûts, les pratiques des jeunes évoluent, mais on continue de faire le pari que ces jeunes, donc de la maternelle jusqu'à la fin du lycée, vont pouvoir, pendant un temps donné, rester concentrés, lever la tête devant un écran de cinéma, vivre une expérience collective. Et on continue de croire en ça très très fort. Et force est de constater que ça fonctionne plutôt toujours bien. Oui, parce qu'on n'a pas insisté là-dessus, mais en effet, ma classe au cinéma, enfin les dispositifs de classe au cinéma, insistent sur le cinéma comme pratique sociale et collective. Et ça fait partie, à la différence peut-être d'autres dispositifs, insiste beaucoup sur ce. Et du coup, il y a un vrai réseau de salles de cinéma qui croient en cette vertu. Et c'est vrai que ça se vérifie que ça fonctionne, quoi. Et c'est l'occasion de voir du court-métrage en salle de cinéma aussi. On n'a peut-être pas rappelé, mais... Oui. Ce qui est différent de la pratique sur les réseaux sociaux, des vidéos courtes. Micro. Pardon. Mais... simplement que ce qui est différent de la pratique de visionnement de vidéos courtes qu'on regarde, voilà. Et peut-être que le court-métrage un peu long devient hyper long du coup, non? Est-ce que ça, vous l'avez ressenti? Tu disais tout à l'heure que tu avais la sensation que certains films pouvaient durer... C'était plus que, même avant les réseaux sociaux et tout ça, mais de faire l'expérience qu'un court-métrage, même de 5 minutes, peut être long, parce que j'ai un film en tête où c'est 5 minutes sur un gros plan sur un visage, ben c'est extrêmement long par rapport à un film de 20 minutes où il va y avoir beaucoup d'action. Donc en fait, la question de la durée et la manière dont on l'éprouve physiquement, c'est hyper intéressant. Du coup, par rapport à ce que je disais, peut-être un peu en vue sur les pratiques des jeunes et tout ça, peut-être que ça a permis aussi, c'est que comme il y a une diversité aussi sur le web de formes courtes, etc., il y a peut-être une ouverture sur... Ils vont pas dire... Avant ce qu'on entendait peut-être, c'était que le court-métrage, c'était pas un film par rapport au long-métrage. Maintenant, ils savent pas ce que c'est, mais ils disent plus c'est pas un film. Enfin, il y a peut-être une forme maintenant de... Voilà, je dirais pas curiosité, mais il y a moins de cases peut-être, parce qu'ils... Voilà. Donc c'est peut-être... Si on veut être positif, je dirais que... C'est la fin. Question très courte, mais pas toujours la plus facile. Est-ce que dans votre pratique de l'image, comme c'est du cinéma, il y a du son aussi? Est-ce que vous intégrez la dimension sonore et en rapport avec les images? Oui, mais comment vous abordez? Est-ce que parfois vous abordez avec... Alors, réponse courte, mais est-ce que vous l'abordez aussi parfois? Vous avez des sessions où vous abordez d'abord par le son le rapport à l'image? Ce matin, il y avait une table ronde sur l'inclusivité. Il y a en effet tout un domaine sur l'audio-description qui permet de travailler le son, mais il n'y a pas uniquement ça. Parce que, alors moi, je ne sais pas pour vous, mais ça m'arrive de faire écouter justement juste le son, alors souvent d'un extrait, pas d'un court-métrage en entier, mais d'un extrait qui ferme les yeux pour qu'ils s'imaginent et après de comparer avec ce qu'on voit pour qu'ils se rendent compte aussi, même du rythme parfois, ou de la place de la musique, du silence, des choses comme ça. Se rendre compte de la densité de la bande-son. Là, il faut avoir un objet un peu solide, enfin, qui est bien travaillé quand même. Oui, ça peut être aussi par les rencontres professionnelles, parce que nous on organise ce qu'on appelle un peu des rencontres métiers avec des cinéastes ou des techniciens ou des artistes qui ont participé au film, et du coup on va aussi explorer une œuvre via un biais, un angle technique au service de l'artistique, mais via une entrée technique. Donc ça marche aussi très bien. On peut faire aussi des ateliers de bruitage ou de recréation de la bande son ou de la bande dialoguée. Donc ça c'est assez chouette, c'est hyper ludique, que ce soit avec les enfants, les ados, même les adultes. Donc voilà, ça c'est un des ateliers qu'on peut proposer. Et on travaille aussi avec une intervenante. Alors là c'est plutôt sur le très jeune public,
On essaye aussi de créer des liens entre les films pour le jeune public, ou en tout cas dédiés au jeune public, et le livre. Il y a beaucoup de très courts métrages qui sont adaptés de livres, albums jeunesse. Et on a une intervenante, elle est intervenante et on la fait intervenir, Anne-Sophie Le Picard, qui fait des ateliers où elle recrée en fait les dialogues ou le bruitage d'un livre, enfin elle crée, avec des enfants, et c'est vraiment génial, quoi. À partir des images en fait fixes, eux-mêmes vont créer la bande son et dialogue. Donc oui, en tout cas le son, voilà. Pas toujours, hein, mais après quand on fait de l'analyse à chaque film, on parle du son, quoi, évidemment, du bruitage, des dialogues. On va terminer avec une dernière question. Oui, ok. Ça va rejoindre encore le son. Moi j'ai une problématique avec le jeune public qui est qu'ils ne peuvent pas lire de sous-titres et il y a assez peu de films, de courts-métrages qui sont doublés. Alors comment on peut faire pour contrer cette problématique-là? Les jeunes publics, vous dites quel âge, pardon? Déjà les collégiens c'est un peu limite et primaire c'est sûr que le sous-titrage ça marche pas parce qu'ils n'ont pas le temps entre lire et regarder l'image. Et donc il y a plein de films qui viennent d'ailleurs, qui sont chouettes et qu'on ne peut pas leur montrer. Alors voilà, comment on peut faire? Alors il y a une solution qui sont les ateliers les salles de séance chuchotées, où des plus grands vont chuchoter les sous-titres aux plus petits. C'est possible. Voilà. Nous, il nous arrive de lire les sous-titres aussi en atelier, pour ceux vraiment pour qui c'est difficile. On les lit à haute voix. Bon, faut pas que ce soit un film de 25 minutes hyper bavard, mais bon. Et après, j'ai envie de dire, faut sinon, ça peut continuer, quoi, persévérer, passer sur des films, quoi, commencer par des films très courts sous-titrés, pour qu'ils s'y habituent, parce qu'en fait, c'est un apprentissage, c'est comme pour tout. Après, il peut y avoir effectivement au collège une autre approche de j'ai pas envie, et voilà, mais ça veut pas dire qu'ils savent pas lire. Après, si c'est une problématique d'apprentissage de la langue, ça c'est vraiment autre chose. Ça peut être votre critère de choix, justement, de parler du choix des courts-métrages en fonction des situations. Même si on voit aussi une évolution, alors c'est peut-être plutôt sur les lycéens, mais avec la pratique des séries, le sous-titrage, il s'est vraiment démocratisé, je sais pas, en tout cas, il y a moins de freins parce qu'il y a vraiment cette idée que je vais voir mon épisode le lendemain de la sortie aux États-Unis, donc je vais le voir d'abord sous-titré par le gars qui aura passé sa nuit sur les sous-titres. Mais du coup, il y a vraiment une habitude qui a été prise sur les sous-titres, donc ça on peut s'en mais là on parle des peut-être un peu plus grands. Après sur les tout petits, il y a des films par exemple dans les programmes de cours où il y a le récit de Brouillard, il est sous-titré. Après il y a un travail sur aussi l'histoire du film qu'on va peut-être accompagner avant. Et il y a aussi des films qui se passent de lecture où si l'histoire dans son ensemble elle est comprise, ça arrive sur certains choix. Mais tu veux est importante, l'environnement sonore. Non, mais les dispositifs d'éducation d'image pour les plus jeunes ont aussi cette volonté éducative de familiariser les jeunes spectateurs et spectatrices avec la version originale. Donc c'est un parti pris, c'est le bon terme, qui perdure dans les propositions qui sont faites aux jeunes. Donc des films en VO sous-titrés, oui, c'est quand même possible d'en montrer aux plus jeunes, même aux très jeunes, en misant, je dirais, sur la mise en scène, sur la bande son, pour que le spectateur ait une certaine compréhension de l'œuvre. On part aussi du principe que si des bribes de dialogue ne sont pas comprises, c'est pas trop grave en fait. Il faut leur dire. Ouais, ce que tu pointes, c'est vraiment l'accompagnement pré-séance, quoi, enfin pré-projection, l'affiche. Démarrer par l'affiche, quelles sont les hypothèses de l'histoire qu'il peut y avoir. Et on en revient à la médiation. Exactement. Après, il nous arrive aussi parfois d'imprimer les dialogues. Enfin, là, on fait aussi des ateliers avec des personnes adultes primo-arrivantes ou arrivées depuis longtemps, mais en apprentissage du français. Donc, on commence par montrer plutôt des films non sous-titres, enfin, en version française. Mais il nous arrive aussi, au fur et à mesure du parcours, de montrer des films sous-titrés. Et à ce moment-là, on imprime aussi les dialogues qu'on peut ou lire après, ou lire avant, enfin en fonction. Ça peut être une option aussi d'accompagnement. Voilà. Mais après, tout dépend du cadre de la projection, mais c'est une option. Quand le film est court. Quand le film est court, bien sûr. Non, mais on parle de court-métrage ou de très court-métrage, voilà.